Mon nom est Dawn Assay. J'ai 32 ans. Et l'Action de grâce de 2023 était censée être l'année où je prouverais enfin que j'étais à la hauteur. J'avais passé 3 semaines à préparer ce dîner, 3 semaines entières de planification, de courses, de préparation et de décoration de ma petite mais magnifique maison de 2 chambres sur Renfield Lane à Cedar Falls, Iowa. J'avais acheté la dinde chez le boucher de Oak Street, celui qui les fait saumurer à sec pendant 48 heures pour que la peau devienne dorée et croustillante. J'avais préparé la farce au pain de maïs de ma grand-mère Opal à partir de zéro, en utilisant sa fiche de recette manuscrite que je gardais dans une petite boîte en bois au-dessus de mon réfrigérateur. J'avais cuit 2 tartes, une à la patate douce et une aux pommes, toutes 2 avec des croûtes en treillis qu'il m'avait fallu 4 essais pour réussir. J'avais dressé la table avec les serviettes en tissu de couleur crème que j'avais trouvées dans une vente de succession à Waterloo le printemps précédent. J'avais placé un centre de table composé de blé séché et de bougies Bordeaux au milieu de ma table de salle à manger, une table que j'avais moi-même remise à neuf avec du papier de verre et de la teinture de noyer au cours de 2 week-ends. J'avais fait tout cela parce que je voulais que ma famille franchisse le seuil de ma porte et ressente quelque chose. Je voulais qu'ils voient que moi, Dawn Assay, la fille qui avait toujours été décrite comme « celle qui est difficile », j'avais bâti une vie digne de respect. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous dire qui je suis et comment je suis arrivée à cette table. J'ai grandi dans une maison de plain-pied en briques sur Sycamore Drive, à environ 12 minutes de l'endroit où je vis maintenant. Mes parents sont Russell et Corinne Assay. Mon père a travaillé comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fournitures agricoles pendant plus de 30 ans. Ma mère était comptable pour un cabinet dentaire jusqu'à sa retraite anticipée à 56 ans. J'ai un frère cadet nommé Tran. Tran a 28 ans. Et aussi loin que je me souvienne, Tran a été le soleil autour duquel ma famille gravite. Tran est né quand j'avais 4 ans, et même à cet âge, j'ai pu sentir le changement. Ma mère avait toujours voulu un fils. Elle me l'a dit une fois, quand j'avais environ 11 ans, pas avec cruauté, mais avec une sorte d'honnêteté insouciante qui a coupé encore plus profondément. Elle a dit, quand tu es née, Dawn, j'étais heureuse. Mais quand Tran est arrivé, je me suis sentie complète. Elle a dit cela en pliant le linge, sans même me regarder, comme si c'était la phrase la plus naturelle du monde. Mon père était plus subtil dans son favoritisme, mais il était bien là. Il entraînait l'équipe de baseball de Tran. Il assistait à chaque match de Tran, de la petite ligue jusqu'au lycée. Il a aidé Tran à acheter sa première voiture, une Chevy Silverado d'occasion. Quand Tran a eu 16 ans, il a co-signé son premier bail d'appartement. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai reçu une carte avec $20 à l'intérieur et un rappel de maintenir mes notes à un bon niveau. Je ne vous raconte pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le raconte parce que, quand on comprend le schéma, le dîner d'action de grâce prend tout son sens. J'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans. J'avais économisé de l'argent en travaillant à temps partiel dans une quincaillerie et en faisant du babysitting le week-end pour une famille du quartier. J'ai pris un petit appartement dans le centre-ville de Cedar Falls et je me suis inscrite à l'Université du Nord de l'Iowa pour étudier la comptabilité. J'ai financé mes études en travaillant, prenant 5 ans au lieu de 4 parce que je ne pouvais me permettre d'étudier qu'à temps partiel certains semestres. J'ai obtenu mon diplôme en comptabilité, j'ai réussi mon examen d'expert comptable, CPA, au 2e essai et j'ai obtenu un poste dans un cabinet appelé Brennan & Whitmore à Waterloo. J'ai commencé à $42 000 par an et, à l'âge de 30 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir associé principal, gagnant $71 000. J'ai acheté ma maison sur Renfield Lane à 29 ans. C'était une petite maison de 2 chambres et une salle de bain construite en 1957. Elle avait besoin de travaux. La cuisine avait des armoires d'origine qui tombaient en morceaux. La salle de bain avait un sol en carrelage fissuré. Le toit avait besoin d'être réparé, mais c'était chez moi. J'ai versé un acompte de $18 000 de l'argent que j'avais économisé au prix d'années de discipline et de sacrifice et j'ai signé l'hypothèque à mon nom seul. J'ai passé les 3 années suivantes à la restaurer lentement. J'ai appris à poser du revêtement de sol stratifié en regardant des vidéos en ligne. J'ai peint chaque mur moi-même.
J'ai remplacé le robinet de la cuisine, installé un nouveau luminaire dans la salle à manger et construit des bacs de jardin surélevés dans l'arrière-cour. Ma maison n'était pas luxueuse, mais c'était le plus grand accomplissement de ma vie. Et puis, il y avait ma voisine, rue Calahan. Rue a emménagé à côté environ 6 mois après moi. Elle avait 35 ans à l'époque, une grande femme à la peau d'un brun profond avec des loques qu'elle gardait généralement relevées dans un foulard. Elle travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Waterloo appelé Kendrick, Sable & Associates. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle portait une boîte de livres pour monter ses marches de devant, je me suis approchée et j'ai proposé mon aide. Elle m'a regardé, a souri de toutes ses dents et a dit « Je porte des cartons depuis 3 heures, et tu es la première personne de cette rue à seulement me regarder. Oui, je veux bien de l'aide. » Nous sommes devenus amis cet après-midi-là. Au cours des 3 années suivantes, Rue est devenue l'amie la plus proche que j'ai jamais eue. C'était la personne que j'appelais quand ma voiture ne démarrait pas en janvier. C'était la personne qui m'apportait de la soupe quand j'avais la grippe. C'était la personne qui s'asseyait sur mon porche arrière avec moi les soirs d'été, à boire du thé glacé et à parler de tout et de rien. Et c'était la personne qui comprenait, sans que j'aie besoin de l'expliquer dans les moindres détails douloureux, que ma famille n'avait jamais fait de place pour moi au centre de leur vie. Rue voyait le favoritisme parce qu'elle voyait comment mes parents me traitaient quand ils me rendaient visite. Elle voyait ma mère faire le tour de ma maison et commenter tout ce qui n'allait pas au lieu de noter ce qui était réussi. Elle a vu mon père venir à ma porte une fois pour me demander si je pouvais prêter $3000 à Tran parce que Tran traversait une mauvaise passe. Elle m'a vu dire oui. Elle m'a vu ne jamais être remboursée. Rue ne me disait jamais quoi faire. Elle se contentait d'écouter, puis elle disait quelque chose de calme et de tranchant, comme une petite lame de vérité. Une fois, après que ma mère fut partie de chez moi sans dire au revoir, Rue a dit « Down, les personnes qui sont censées t'aimer le plus ne devraient pas être celles qui te font te sentir la plus petite. » J'ai porté cette phrase en moi pendant longtemps. À l'automne 2023, je n'avais pas eu de réunion de famille majeure chez moi depuis plus de 2 ans. La dernière fois que j'avais essayé, c'était pour le Noël de 2021, et cela s'était terminé avec mon père me disant que ma sauce au jus de viande était trop liquide, et ma mère passant toute la soirée à raconter comment Tran venait d'obtenir une promotion dans son travail d'entrepôt. Tran, de son côté, était arrivé avec 90 minutes de retard, avait mangé 2 assiettes et était parti sans aider à débarrasser. Mais je suis quelqu'un qui continue d'essayer. C'est ma faille et ma force. Je continue de tendre la main à des gens qui ne me tendent pas la leur. Et donc, début novembre 2023, j'ai appelé ma mère et je les ai tous invités pour l'action de grâce. Mes parents, Tran, j'ai dit que je cuisinerais tout. J'ai dit que je ferais quelque chose de spécial. Ma mère a marqué une pause au téléphone puis a dit « Eh bien, Tran n'a aucun projet, alors je suppose que nous pourrions venir. » Pas « Nous serions ravis. » Pas « Ça a l'air merveilleux. » Juste « Tran n'a pas de projet. » Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me suis dit que la nourriture parlerait pour moi, que la maison parlerait pour moi, que l'effort parlerait pour moi. Je n'avais aucune idée que mon père allait apporter un document à ma propre table d'action de grâce pour tenter de tout m'enlever. Et je n'avais aucune idée que Rue Calahan, ma voisine calme et constante, se préparait à ce moment depuis plus longtemps que je ne le pensais. Le matin de l'action de grâce, je me suis réveillée à 5h30. La dinde devait être mise au four avant 6h si je voulais qu'elle soit prête pour 14h. J'avais déjà préparé la saumure la veille et épongé l'oiseau. Je l'ai frotté avec du beurre, du romarin, du thym et de l'ail, je l'ai glissé dans la rôtissoire et j'ai réglé le four à 325 degrés Fahrenheit. Pendant que la dinde cuisait, je me déplaçais dans la maison comme une femme en mission. J'ai balayé les sols. J'ai essuyé les comptoirs. J'ai allumé une bougie dans la salle de bain qui sentait la cannelle et le clou de girofle. J'ai vérifié le dressage de la table pour la 4e fois. J'avais disposé 4 couverts, un pour moi, un pour ma mère, un pour mon père et un pour Tran. Chaque couvert avait une serviette en tissu pliée en triangle, une assiette plate, une assiette à salade, un verre à eau et un verre à vin. J'avais acheté une bouteille de pinot noir et une bouteille de cidre pétillant parce que Tran ne buvait pas de vin. À 9h du matin, la maison sentait divinement bon.
La dinde dorée. Le gratin de patates douces était assemblé et attendait d'être enfourné dès que la dinde sortirait. Les haricots verts étaient préparés dans une poêle avec de l'ail et des amandes. Les petits pains levaient sur le comptoir. Les tartes refroidissaient sur une grille près de la fenêtre. Je me tenais au milieu de ma cuisine et je me sentais fière. Sincèrement fière. Pas d'une manière vaniteuse, mais de cette façon qui vient quand on sait qu'on a accompli quelque chose de difficile entièrement par soi-même. J'avais bâti cette vie. J'avais mérité cette maison. J'avais préparé ce repas de mes propres mains. À 10h15, on a frappé à ma porte arrière. J'ai ouvert et Ru était là sur le porche, vêtue d'un pull de couleur rouille et d'un jean, tenant un petit plat recouvert d'aluminium. Oumou à l'ail rôti, a-t-elle dit, pour tes amuse-gueules. Ru, tu n'étais pas obligée de faire ça. Je sais que je n'étais pas obligée. C'est pour ça que je l'ai fait. Elle est entrée et s'est appuyée contre le comptoir pendant que je remuais la sauce. Elle a regardé la table et a souri. Down, c'est magnifique. Tu trouves? J'en suis sûre. Écoute, tu as fait tout ça toute seule. Ça signifie quelque chose. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je l'ai refoulée. Je ne voulais pas pleurer avant même que ma famille n'arrive. J'avais déjà décidé que ce jour serait un bon jour. J'allais contrôler mes émotions, rester calme et laisser la fête être paisible. Ru est restée environ 20 minutes. Nous avons parlé de ses projets. Elle allait passer une action de grâce tranquille à la maison avec son chien, un grand golden retriever nommé Peyton. Elle a dit qu'elle allait préparer un petit poulet rôti et regarder de vieux films. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue si elle changeait d'avis, mais elle a secoué la tête. Aujourd'hui, c'est pour ta famille, a-t-elle dit. Mais je suis juste à côté. Tu le sais. J'ai hoché la tête. Elle m'a embrassée et est partie par la porte arrière. Mes parents et Tran devaient arriver à 13h. À 12h45, j'ai reçu un SMS de ma mère disant « En retard ». Tran ne s'est pas réveillé. On sera là à 14h. Bien sûr, Tran ne s'est pas réveillé. Tran avait 28 ans et il n'était toujours pas capable de mettre une alarme. Mais je me suis dit que ce n'était pas grave. J'ai ajusté le four. J'ai couvert les plats. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Ils sont arrivés à 14h20. Mon père s'est garé dans l'allée avec son Ford Explorer gris, et tous les trois sont descendus. Ma mère portait une robe bleu marine et un gilet beige. Mon père était en pantalon kaki et chemise de flanelle. Tran portait un jean, un sweat à capuche froissée et des baskets qui semblaient ne pas avoir été lavées depuis un an. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai souri. Joyeuse action de grâce, ai-je dit. Ma mère est entrée la première. Elle a regardé le salon et a dit, « Tu as déplacé le canapé. » Oui, le mois dernier. Tu aimes bien? Ça rend la pièce plus petite. Mon père est entré derrière elle. Il m'a fait un signe de tête mais n'a pas répondu, joyeuse action de grâce. Il a juste dit, ça sent bon ici. Tran est entré le dernier. Il ne m'a pas salué du tout. Il est allé directement à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a sorti une canette de soda. Il l'a ouverte d'un coup sec et a bu une longue gorgée. Tran, ai-je dit. Il y a des boissons prêtes sur la table. Je voulais un coca, a-t-il répondu, avant d'aller au salon. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis rappelé que cette journée était consacrée au repas, pas aux attitudes. Je me suis dit que si je pouvais juste passer le dîner, juste servir la nourriture et m'asseoir avec eux pour partager un repas paisible, alors peut-être que quelque chose dans notre famille pourrait commencer à guérir. J'ai servi la nourriture à 14h30, la dinde découpée et disposée sur le plat, la farce dorée et parfumée, le gratin de patates douces avec son croquant aux noix de pécan, les haricots verts, la sauce au canneberge, maison, pas en conserve, les petits pains chauds et moelleux. La sauce au jus de viande dans une petite saucière en céramique qui avait appartenu à ma grand-mère. Tout le monde s'est assis. J'ai dit quelques mots de remerciement. J'ai remercié Dieu pour la nourriture, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la chance d'être ensemble. Je ne me suis pas laissé emporter par l'émotion.
Je suis restée brève. Pendant les 15 premières minutes, tout allait bien. Pas de chaleur, pas de joie, mais ça allait. Mes parents mangeaient tranquillement. Tran remplissait son assiette à ras-bord et mangeait vite, comme il le faisait toujours. Ma mère a fait un compliment sur la dinde, ce qui m'a surprise. Mon père a demandé un deuxième service de farce. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que ça allait marcher. Peut-être que l'effort avait payé. Peut-être qu'il voyait tout ce que j'avais investi là-dedans. Puis mon père s'est raclé la gorge. Il a légèrement poussé son assiette sur le côté et a glissé sa main dans la poche intérieure de sa chemise de flanelle. Il en a sorti une feuille de papier pliée blanche, de format légal, pliée en 3. Il l'a posée sur la table devant lui et l'a dépliée lentement. Ma mère a posé sa fourchette. Elle le regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme un calme répété. Elle savait que cela arrivait. Ils avaient prévu cela, tous les deux. Down, a dit mon père. Sa voix était monocorde. Ni en colère, ni triste, juste plate, comme s'il lisait un script. Je dois te parler de cette maison. Qu'est-ce qu'elle a? Ai-je demandé. Je sentais quelque chose de froid commencer à se former dans mon estomac. Il a fait glisser le papier sur la table vers moi. J'ai baissé les yeux dessus. L'entête disait, avis d'expulsion. En dessous se trouvait mon nom complet, Down Marie Assay, et l'adresse de ma maison, 412 Ranfield Lane, Cedar Falls, Iowa. Il y était stipulé que j'avais 7 jours pour quitter les lieux. J'ai fixé le papier. Les mots n'avaient aucun sens. C'était ma maison. Mon nom était sur l'hypothèque. Je l'avais achetée. Je l'avais payée. J'avais sué pour elle. C'est quoi, ça? Ai-je dit. Ma mère a croisé ses mains devant elle et a souri. Pas un sourire chaleureux, un sourire satisfait. Elle a dit, 7 jours, Down. Ton frère a besoin de cette maison. J'ai regardé Tran. Il mangeait toujours. Il ne levait pas les yeux. Il n'avait pas l'air coupable. Il n'avait pas d'air du tout. Il se contentait d'enfourner de la farce comme si cette conversation n'avait rien à voir avec lui. C'est ma maison, ai-je dit. Ma voix était ferme, mais mes mains tremblaient sous la table. Mon père a dit, elle est sur la propriété de la famille Assay. Le terrain sur lequel cette maison est bâtie fait partie d'une parcelle que j'ai héritée de ton grand-père. Je n'ai jamais officiellement transféré les droits du terrain à ton nom. La maison est peut-être à toi, mais pas la terre. J'ai senti le sol vaciller sous moi. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai fixé la vie sur la table. L'encre noire sur le papier blanc se tenait entre nous comme un mur, séparant la vie que j'avais bâtie de la vie que mon père essayait maintenant de détruire. Mes yeux ont parcouru le document à nouveau, cherchant quelque chose qui lui donnerait un sens. Mais chaque ligne confirmait ce que mon père venait de dire. Le lot, la terre réelle sous ma maison, était répertorié comme appartenant à Russell Emmett Assay, pas à moi. Quand j'ai acheté cette maison, ai-je dit lentement, le terrain était inclus. J'ai signé un acte. Je suis passé par une société de titres. Tout était en règle. Mon père a secoué la tête. Cette société de titres a fait une erreur. Ils n'ont pas remarqué la division dans les registres originaux de la parcelle. Ton grand-père m'a légué 40 acres en 1989. Et ces 40 acres incluent le lot où se trouve cette maison. L'ancien propriétaire de cette maison avait un bail sur le terrain. Pas la propriété. Quand tu as acheté la maison, tu as acheté la structure, mais l'accord d'utilisation du terrain n'a jamais été officiellement transféré à ton nom. Je sentais les battements de mon cœur dans ma gorge. Mon esprit s'emballait. J'avais payé 112 000 $ pour cette maison. J'avais versé 18 000 $. J'avais passé 3 ans à en faire mon foyer. Et maintenant, mon père était assis en face de moi, à ma propre table, mangeant ma nourriture, et me disait que le sol sous mes pieds ne m'appartenait pas. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le jour de l'action de grâce? Ma mère a répondu avant que mon père ne puisse le faire, parce que Tran a besoin d'un endroit où vivre et nous ne rajeunissons pas Down, c'est une propriété familiale. Elle doit rester dans la famille.
Je suis de la famille, ai-je dit. Tu vois très bien ce que je veux dire, a-t-elle rétorqué. Et je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire Tran. Elle voulait toujours dire Tran. Je me suis tournée vers mon frère. Il avait fini sa deuxième assiette et cherchait un petit pain. Il ne m'avait toujours pas regardé. Son silence était plus assourdissant que tout ce que mes parents disaient. Tran, ai-je dit, est-ce que tu étais au courant? Il a haussé les épaules, juste un haussement d'épaules, comme si je lui avais demandé quel temps il faisait. Puis il a dit, papa en a parlé il y a quelques semaines. J'ai besoin d'un endroit, Dawn. Mon bail se termine en décembre et je n'ai pas les moyens de payer une autre caution. Donc ta solution, c'est de prendre ma maison? Ce n'est pas ta maison, a dit ma mère. Elle est sur la terre de ton père. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, pas encore, mais se fissurer. Comme un barrage dont une faille remonte la paroi, retenant un lac composé de chaque déception, chaque rejet, chaque fois qu'on m'avait dit que Tran passait en premier. J'ai payé pour cette maison, ai-je dit. J'ai une hypothèque à mon nom. J'ai les reçus pour chaque réparation que j'ai faite. J'ai remplacé le toit. J'ai refait la cuisine. J'ai fait le jardin. Je vis ici depuis 3 ans et pas une seule fois, pas une seule maudite fois, aucun de vous n'a mentionné le terrain. Mon père s'est adossé à sa chaise. Je ne pensais pas avoir besoin de le faire. Tu ne pensais pas avoir besoin de le faire parce que tu croyais que j'abandonnerais tout dès que tu le demanderais. C'est ce que tu pensais, n'est-ce pas? Que tu pourrais te pointer à l'action de grâce, me donner un avis d'expulsion, et que je ferais mes valises pour donner les clés à Tran. Personne n'a rien dit pendant un moment. Ma mère a rompu le silence. Dawn, ne sois pas dramatique. C'est une affaire de famille. Nous gérons cela en privé, en famille. Vous ne gérez rien du tout, ai-je dit. Vous m'attendez en embuscade dans ma propre maison, lors d'un repas de fête que j'ai mis 3 semaines à préparer. On pensait que ce serait plus facile d'en discuter en personne, a dit mon père. Plus facile pour qui? Il n'a pas répondu. J'ai de nouveau regardé l'avis d'expulsion. En bas, il y avait une ligne pour un sceau de notaire. Il n'avait pas été notarié. Il n'y avait pas de signature d'avocat. Il n'y avait pas de timbre de dépôt au tribunal. Ce document n'était pas officiel. C'était une menace déguisée en langage juridique. Mais c'était quand même terrifiant, car mon père avait raison sur un point, si le terrain était vraiment à son nom et si la société de titre avait fait une erreur, alors je me tenais sur un sol qui ne m'appartenait pas. Peu importait que j'aie peint les murs, réparé la plomberie ou planté des hortensias le long de l'allée si le terrain était à lui. Ma maison n'était qu'une structure posée sur de la terre empruntée. J'ai plié le papier soigneusement et je l'ai placé à côté de mon assiette. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'avais passé toute ma vie à m'entraîner à ne pas réagir comme ma famille l'attendait, car la moindre émotion serait utilisée contre moi. Si je pleurais, j'étais trop sensible. Si je discutais, j'étais difficile. Si je restais silencieuse, j'étais consentante. Ils avaient piégé chaque réaction possible pour que, peu importe ce que je fasse, ils gagnent. Je veux que vous partiez tous, ai-je dit. Ma mère a regardé mon père. Mon père a regardé Tran. Tran a regardé son assiette vide. Dawn, a commencé ma mère. Non, ai-je dit. Je vous ai demandé de partir. C'est mon foyer. Peu importe ce que dit ce papier, vous êtes assis à ma table, à manger la nourriture que j'ai préparée, et vous m'avez donné un avis d'expulsion. Vous n'aurez pas de dessert. Mon père s'est levé lentement. Il a boutonné sa chemise de flanelle comme s'il quittait une réunion d'affaires. Ma mère a attrapé son sac à main sur le dossier de sa chaise. Tran s'est levé et a pris l'un des petits pains dans le panier, l'a enveloppé dans une serviette et l'a fourré dans la poche de son sweat. Ce petit détail a failli m'achever. Il ne pouvait même pas partir sans me voler quelque chose. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée. Mon père s'est arrêté et s'est retourné. Tu as 7 jours, Dawn. Je déposerai la demande officielle lundi. Ils sont partis.
La porte s'est refermée et je suis restée seule dans ma salle à manger, entourée de nourriture que personne n'avait fini, fixant une saucière fissurée qui s'était renversée pendant la confrontation. Je ne suis pas restée immobile longtemps. Je me tenais là, les mains à plat sur la table, essayant de sentir quelque chose de solide. Les bougies brûlaient encore. La dinde était encore chaude. La farce trônait intacte au centre de la table, parfaitement dorée, parfaitement inutile. Puis, on a frappé à la porte arrière. J'ai traversé la cuisine et j'ai ouvert. Rue était sur le porche. Elle portait toujours son pull rouille, mais elle avait mis un manteau. Derrière elle, Peyton était assis sur son porche, la tête penchée. Je les ai vus partir, a dit Rue. Est-ce que ça va? J'ai ouvert la bouche pour dire oui, et au lieu de cela, j'ai éclaté en sanglots. Pas de petites larmes, pas le genre de pleurs dignes. Le genre de sanglots laids, haletants, qui secoue tout le corps et qui arrive quand on a retenu quelque chose pendant si longtemps que la poitrine semble s'effondrer. Rue est entrée, a fermé la porte derrière elle et m'a serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas dit de me calmer. Elle s'est juste tenue là, dans ma cuisine, les bras autour de moi, et m'a laissé m'effondrer. Quand j'ai enfin cessé de pleurer, elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a versé un verre d'eau. Je lui ai tout raconté, la vie, la revendication du terrain, le délai de 7 jours, le sourire de ma mère, le pain volé par Tran. Rue a écouté sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle a glissé sa main dans la poche intérieure de son manteau et en a sorti une enveloppe scellée. C'était une enveloppe commerciale standard, blanche, sans rien d'écrit dessus. Elle l'a posée sur la table devant moi. Dawn, a-t-elle dit, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Rue était assise en face de moi à la table de la cuisine. Une enveloppe scellée se trouvait entre nous, blanche et banale, comme si elle n'avait aucune importance, mais la façon dont Rue l'avait posée doucement, délibérément, comme on pose un objet fragile qui pourrait tout changer, me disait qu'elle était tout sauf ordinaire. Il y a 3 mois, a commencé Rue, je travaillais tard au cabinet. Nous avions un client pour un litige foncier et l'avocat superviseur, Monsieur Kendrick, m'a demandé de sortir les registres parcellaires du comté. Je parcourais la base de données et je suis tombée sur un nom que j'ai reconnu, Assez. J'ai senti mon souffle se couper, mais je ne l'ai pas interrompu. Je ne le cherchais pas, a-t-elle continué. Je veux que tu comprennes que je faisais mon travail, en sortant des dossiers pour une affaire totalement différente. Mais quand j'ai vu le nom Assez lié à une parcelle à Cedar Falls, je me suis arrêtée parce que je sais où tu habites, Dawn. Je connais ton adresse et je connais ton nom de famille. Elle a croisé les mains sur la table. Alors j'ai regardé de plus près. J'ai sorti tout l'historique parcellaire du lot aux 412 Ranfield Lane, et ce que j'ai trouvé m'a suffisamment inquiété pour que je passe les 3 mois suivants à faire des recherches discrètes sur mon temps libre. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ai-je demandé. Ma voix était à peine un murmure. Ton père a raison sur un point, la parcelle originale de 40 acres lui a été léguée par ton grand-père, Ahmet Assez, en 1989. C'est inscrit dans les registres du comté. Mais ce que ton père ignore, ou choisit de ne pas te dire, c'est qu'en 2003, ton grand-père a déposé un amendement à cet acte. Elle a marqué une pause pour me laisser assimiler l'information. Un amendement? Ai-je dit. Oui. En 2003, ton grand-père s'est rendu au bureau d'enregistrement du comté avec un avocat et a déposé un amendement correctif de l'acte qui excluait 5 lots spécifiques de la parcelle qui avait été léguée à ton père. Ces 5 lots ont été isolés et placés dans une fiducie, un trust, séparé. La fiducie a été appelée le Opal Assez Family Land Trust. Elle portait le nom de ta grand-mère. Ma grand-mère Opal, la femme dont j'avais préparé la recette de farce ce jour-là. La femme qui me laissait m'asseoir sur ses genoux pour me lire des poèmes d'un livre qu'elle gardait sur sa table de nuit. La femme qui était morte quand j'avais 19 ans et qui avait laissé un vide dans ma vie que personne d'autre dans ma famille n'avait jamais essayé de combler. Les 5 lots de cette fiducie, à 10 rues, incluent le lot du 412 Ranfield Lane. Je l'ai fixé. Mon terrain? Ton terrain. Le document de la fiducie nomme des bénéficiaires spécifiques pour chacun des 5 lots, et la bénéficiaire listée pour le lot du 412 Ranfield Lane est Dawn Marie Assez.
La pièce devint totalement silencieuse. Même les flammes des bougies sur la table de la salle à manger semblaient avoir cessé de vaciller. J'entendais l'horloge au mur tic-taquer, lente et régulière comme un battement de cœur à l'extérieur de mon corps. Mon grand-père m'a laissé le terrain, ai-je dit. Oui. En 2003, 14 ans après avoir légué les 40 acres à ton père, il est revenu en arrière, a découpé 5 lots, les a mis dans une fiducie au nom de ta grand-mère et t'a désigné comme bénéficiaire du lot sur lequel se trouve ta maison aujourd'hui. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi personne ne me l'a dit? Je ne peux pas répondre à la première question, a dit Rue. Je n'ai pas connu ton grand-père, mais je peux te dire pourquoi personne ne t'en a parlé. La fiducie a été enregistrée au niveau du comté, mais la notification a été envoyée à l'adresse de ton grand-père à l'époque, qui était une boîte postale à Jésup. Après son décès, personne n'a vérifié cette boîte. Les documents de la fiducie n'ont jamais été récupérés, jamais ouverts, jamais livrés à qui que ce soit. Ils sont restés dans le système du comté, correctement enregistrés mais fonctionnellement invisibles. Et ton père a été averti par courrier recommandé en 2003 qu'un amendement avait été apporté à l'acte de la parcelle. L'accusé de réception montre que quelqu'un, chez tes parents, a signé pour le recevoir. Quelqu'un a signé, ai-je répété. Donc il savait. Quelqu'un dans cette maison savait. Que ce soit ton père ou ta mère, je ne peux pas le dire avec certitude, mais la notification a été reçue. J'ai senti une vague de colère lente et brûlante monter dans ma poitrine, pas le genre qui fait crier, le genre qui s'installe dans vos os et change votre façon de vous tenir. Mon grand-père avait pensé à moi il y a 20 ans, quand j'avais 12 ans et que j'étais invisible dans ma propre famille. Mon grand-père était allé voir un avocat, avait déposé des documents juridiques, et avait découpé un morceau de terre pour y mettre mon nom. Il avait essayé de me protéger. Il avait essayé de s'assurer que, quoi qu'il arrive, j'aurais un sol sous mes pieds que personne ne pourrait m'enlever, et quelqu'un dans ma famille avait intercepté cette notification et l'avait enterrée. Il y a plus, a dit Rue. Je l'ai regardé. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve une copie certifiée conforme du document de la fiducie, l'amendement correctif de l'acte et l'accusé de réception du courrier recommandé montrant que la notification a été signée à l'adresse de tes parents en 2003. Je les ai obtenus auprès de l'enregistreur du comté. Ils sont officiels. Ils sont notariés. Ils sont légaux. Elle a poussé l'enveloppe plus près de moi. Il y a aussi une lettre de Monsieur Kendrick, de mon cabinet. Je lui ai parlé de ta situation. Sans entrer dans les détails personnels de ta famille, il a examiné les documents et a rédigé une opinion juridique préliminaire. Son avis est que la fiducie prévaut sur l'acte de parcelle original. Que le lot du 412 Ranfield Land t'appartient légalement en tant que bénéficiaire désigné, et que toute tentative de ton père de déposer une expulsion basée sur son titre échouerait. J'ai pris l'enveloppe. Elle était légère dans mes mains, légère comme du papier, mais elle me semblait plus lourde que tout ce que j'avais jamais porté. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ai-je demandé, sans colère, juste par pure curiosité. Rue a pris une inspiration. Parce que je n'étais pas sûre au début. Je devais tout vérifier. Je devais m'assurer que la fiducie était toujours valide, qu'elle n'avait pas été contestée ou dissoute. J'ai passé 3 mois à éplucher les dossiers, à recouper les dépôts, pour m'assurer que ce que j'allais te dire était inattaquable. Je ne voulais pas te donner de l'espoir pour le voir s'effondrer ensuite. Tu avais déjà assez de choses qui s'écroulaient autour de toi. Je l'ai regardé à travers la table et j'ai vu quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie, quelqu'un qui se souciait assez de moi pour être méticuleux, quelqu'un qui m'aimait assez pour prendre le temps de s'assurer que j'étais protégée avant même de me dire que j'étais en danger. Rue, ai-je dit, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour le moment. Sache simplement que le terrain est à toi, que la maison est à toi, et qu'aucun morceau de papier que ton père fera glisser sur une table ne pourra changer cela. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine et j'ai recommencé à pleurer, mais cette fois, les larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient des larmes de quelque chose que j'avais presque oublié comment ressentir, le soulagement. Un soulagement profond, jusqu'au fond des os, à l'idée que quelqu'un, quelque part, m'avait regardé et avait pensé que je valais la peine d'être protégée.
Mon grand-père Ahmet, un homme tranquille aux mains rudes et à la voix douce, s'était assis dans une pièce avec un avocat il y a 20 ans et avait prononcé mon nom. Il avait dit, ce terrain est pour Dawn. Et puis il avait rempli les papiers pour que ce soit réel. J'ai fait une promesse silencieuse à sa mémoire à ce moment-là. Je ne gaspillerai pas ce qu'il m'avait donné. Et je ne laisserai personne me l'enlever. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée assise à ma table de cuisine avec le contenu de l'enveloppe de rue étalée devant moi, lisant chaque document 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que les mots se brouillent puis redeviennent nets. Le document de la fiducie faisait 5 pages, rédigé dans un langage juridique formel que je devais lire lentement, mais l'essentiel était indéniable, le « Opalace Family Land Trust », établi le 14 mai 2003. Désignait 5 lots spécifiques de la parcelle originale de 40 acres comme propriété protégée de la fiducie. Le lot numéro 3, le lot du 412 Ranfield Lane, était attribué à Dawn Marie Assey lors de son 25e anniversaire ou lors de la vente et de l'occupation de la propriété située sur le lot, selon la première éventualité. J'avais acheté ma maison à 29 ans. La condition d'occupation avait été remplie. La fiducie s'était activée au moment où j'avais signé mon hypothèque et emménagé. Le terrain était à moi depuis 3 ans, et je ne le savais même pas. L'accusé de réception du courrier recommandé était la partie qui me retournait l'estomac. Il était daté du 2 juin 2003. La carte d'accusé de réception montrait une signature, et bien que l'écriture fût légèrement différente de mes souvenirs, j'étais presque certaine qu'elle appartenait à ma mère, Corinne Assey. Elle avait signé pour la lettre notifiant à mon père que l'acte de sa terre avait été amendé. Elle l'avait reçue. Elle l'avait ouverte ou cachée. Quoi qu'il en soit, elle ne m'en avait jamais parlé. La lettre de Monsieur Kendrick était directe. Elle stipulait que, selon son examen, la fiducie était valide, la désignation du bénéficiaire était claire, et toute demande d'expulsion basée sur une revendication du lot serait contestée, selon son opinion juridique, rejetée. Il notait également que mon père pourrait potentiellement faire face à des conséquences juridiques pour avoir déposé un avis d'expulsion frauduleux s'il était au courant de l'amendement de la fiducie et choisissait néanmoins de poursuivre. À 6 heures du matin, le vendredi, le lendemain de l'action de grâce, j'ai préparé un pot de café et j'ai appelé Rue. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Tu as dormi ?» a-t-elle demandé. « Non. »« Bien. Moi non plus. Nous devons parler de la suite. » À 8 heures ce matin-là, Rue était de nouveau assise à ma table de cuisine, cette fois avec un bloc-notes légal jaune et un stylo. Elle avait déjà appelé Monsieur Kendrick chez lui, s'était excusée pour l'interruption pendant les fêtes, et lui avait demandé s'il accepterait de me prendre comme cliente si les choses s'envenimaient. Il avait dit oui. Il avait dit qu'il me recevrait le lundi. « Voici ce qui va se passer selon moi, » a dit Rue. Ton père a dit qu'il déposerait la demande officielle lundi. Cela signifie qu'il va se rendre au tribunal du comté et essayer de lancer une procédure d'expulsion. Quand il le fera, le tribunal consultera les registres de propriété, si l'amendement de la fiducie est correctement enregistré, ce qui est le cas, sa demande sera signalée. Mais si le tribunal ne le remarque pas? S'il passe entre les mailles du filet? C'est là que Monsieur Kendrick intervient. Si ton père dépose une plainte, nous déposons une réponse immédiatement. Nous joignons les documents de la fiducie. Nous demandons une audience et nous bloquons tout avant que ça n'aille plus loin. J'ai hoché la tête. Mais il y avait autre chose qui me rongeait. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la loi, les dépôts de dossiers ou les registres de propriété. Pourquoi mon grand-père aurait-il isolé ces lots? Ai-je demandé. Il a donné les 40 acres entiers à mon père. Pourquoi en reprendre une partie? Rue a posé son stylo. Je me suis posé la même question. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé un document de plus que je n'avais pas mis dans l'enveloppe parce que je n'étais pas sûre que tu sois prête à le voir. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une simple feuille de papier. C'était la photocopie d'une lettre manuscrite. L'écriture était tremblante, celle qui vient avec l'âge, mais elle était lisible. En haut, il était écrit « Acquis de droit » de la part d'Ahmet Assey, daté du 22 avril 2003. Je l'ai prise et je l'ai lue. La lettre était adressée à l'avocat qui avait aidé mon grand-père à établir la fiducie. Dans celle-ci,
mon grand-père expliquait ses raisons pour amender l'acte. Il écrivait qu'il s'était rendu compte que son fils Russell montrait du favoritisme envers l'un de ses deux petits-enfants. Il écrivait avoir observé, lors des visites familiales, que sa petite-fille Dawn était négligée, sous-estimée et exclue des ressources et de l'attention de la famille. Il précisait qu'il avait tenté d'en parler à son fils à plusieurs reprises et que, chaque fois, Russell avait balayé ses inquiétudes. La lettre continuait avec un paragraphe que j'ai lu tant de fois que je pourrais le réciter par cœur. Mon grand-père écrivait: « Je suis un vieil homme et il ne me reste plus beaucoup d'années, mais j'ai assez de bon sens pour voir que ma petite-fille Dawn aura besoin d'un sol solide sur lequel se tenir un jour. Ses parents ne le lui donneront pas. Alors, je le ferai moi-même. Je mets de côté ces 5 lots pour que, peu importe ce que Russell fasse du reste de la terre, Dawn est un morceau de terre qui lui appartienne. Je fais cela parce que chaque enfant mérite d'être vu. Et si ses parents ne la voient pas, alors au moins la loi le fera. » J'ai posé la lettre sur la table et j'ai pressé mes mains à plat contre le bois. Je sentais le grain sous mes doigts. Je sentais la table que j'avais restaurée, dans la maison que j'avais réparée, sur le terrain que mon grand-père avait protégé. Il m'a vu, ai-je chuchoté. Ru a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Oui, il t'a vu. Pendant les 2 jours suivants, samedi et dimanche, je me suis préparée. Ru m'a aidé à organiser chaque document dans un dossier. Elle a dactylographié une chronologie des événements commençant par l'acte original de 1989, l'amendement de 2003, l'accusé de réception du recommandé, mon achat de la maison en 2020 et l'avis d'expulsion de l'action de grâce. Elle a tout imprimé en 3 exemplaires. J'ai aussi passé en revue mes propres dossiers. J'ai sorti mes documents hypothécaires originaux, mes papiers de clôture de vente, le rapport de titre qui avait été fait lors de l'achat de la maison. J'ai trouvé ce que Ru soupçonnait, la société de titre avait fait une recherche sur la propriété, mais elle avait utilisé une base de données limitée qui n'avait pas repéré l'amendement de la fiducie. Le lot apparaissait sous l'acte de parcelle original au nom de mon père. La société de titre l'avait répertorié comme faisant partie de la propriété transmise avec la maison. C'était une erreur, mais l'amendement de la fiducie prévalait. La fiducie était enregistrée au niveau du comté, ce qui constituait l'autorité supérieure. Le dimanche soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai conduit jusqu'au cimetière de Jésus où mes grands-parents étaient enterrés. Il faisait froid, ce froid mordant de l'Iowa qui vous fait pleurer les yeux dès que vous mettez un pied dehors. Je me suis tenu devant la pierre tombale où l'on pouvait lire « En Maîtrait Assay » 1931 à 2007. Époux, père et grand-père bien-aimés. À côté se trouvait la pierre de ma grand-mère, Opal Junassay, 1934 à 2004. Son amour était le sol sur lequel nous nous tenions. Je suis resté là un long moment. Je n'ai pas fait de prière ni de discours. Je suis juste resté là pour leur faire savoir silencieusement que j'avais compris, que j'avais reçu ce qu'ils avaient essayé de me donner, qu'il avait fallu 20 ans, mais que le message était enfin arrivé. Puis je suis rentré chez moi, je me suis garé dans mon allée, j'ai regardé ma maison avec la lumière du porche allumée, et je suis entré. Lundi arrivait, et j'étais prête. Lundi matin, 27 novembre 2023. J'ai pris ma journée de congé. J'ai dit à ma superviseure chez Brennan & Whitmore que j'avais une affaire juridique personnelle à régler, et elle a accepté sans poser de questions. Je n'avais pas pris de journée personnelle depuis plus de 8 mois. Je l'avais mérité. À 9h, je me suis rendu au cabinet de Kendrick, Sable & Associates à Waterloo. C'était un cabinet modeste, pas l'un de ces grands bureaux du centre-ville avec des parois de verre et des fauteuils en cuir, mais un solide bâtiment en briques de 2 étages sur Commercial Street, réputé pour son sérieux. Ru m'a rejointe sur le parking. Elle était en tenue de travail, blazer noir et pantalon habillé, et elle m'a fait entrer. Monsieur Kendrick était un homme d'une 60 d'années avec des cheveux gris, des lunettes à monture métallique et une voix calme qui m'a tout de suite donné l'impression d'être entre de bonnes mains. Il m'a serré la main, m'a demandé de m'asseoir et a ouvert le dossier que j'avais apporté. Il avait déjà des copies de la plupart des documents parce que Ru l'avait mis au courant, mais il voulait tout revoir en ma présence. Il a passé 45 minutes à lire, s'arrêtant occasionnellement pour me poser une question. Il a demandé quand j'avais acheté la maison.
Il a demandé si mon père avait déjà discuté du terrain avec moi. Il a demandé si j'avais déjà reçu un avis, formel ou informel, indiquant que le terrain était en litige. J'ai répondu honnêtement à chaque question. Non, mon père ne m'avait jamais parlé du terrain. Non, je n'avais jamais reçu d'avis. La première fois que j'avais entendu parler d'un problème, c'était le jour de l'Action de grâce, à ma propre table, quand mon père avait fait glisser un papier vers moi en me disant de partir. Monsieur Kendrick a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec un chiffon et les a remises. Puis il a dit, « Mademoiselle Assay, votre grand-père était un homme intelligent. Cette fiducie est inattaquable. L'amendement a été correctement déposé, correctement enregistré et correctement attesté. La désignation du bénéficiaire est sans ambiguïté. Le lot du 412 rang fil de l'âne vous appartient. » J'ai expiré si fort que j'en ai eu le vertige. « Il y a quelque chose que nous devons faire », a-t-il continué. « Tout d'abord, je vais déposer une action en constatation de titre, qui est title action, en votre nom. C'est une procédure judiciaire qui confirmera officiellement votre propriété du lot et dissipera tout doute sur le titre. Deuxièmement, je vais contacter votre père ou son avocat s'il en a un, et l'informer que toute tentative de dépôt d'expulsion se heurtera à une contestation judiciaire immédiate et à une éventuelle contre-plainte pour harcèlement et fraude. » Fraude ? Ai-je dit. Si votre père était au courant de l'amendement de la fiducie, ce que l'accusé de réception du recommandé suggère fortement, alors déposer un avis d'expulsion basé sur une revendication qu'il savait invalide pourrait constituer une fraude. À tout le moins, c'est une action en justice de mauvaise foi, et au maximum, c'est une affaire criminelle. Je suis restée pensive un instant. Mon père risquait potentiellement des poursuites criminelles. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo. L'homme qui me portait sur ses épaules à la foire du comté quand j'étais petit à Ventran. Avant que tout ne change. Je ne veux pas porter plainte, ai-je dit. Monsieur Kendrick a hoché la tête. C'est votre droit, et nous n'avons pas à prendre cette décision maintenant. Mais la menace de le faire suffira à stopper net toute procédure de sa part. Il a rédigé une lettre ce matin-là. Elle était adressée à Russell en Metassé à l'adresse de mes parents sur Sycamore Drive. La lettre stipulait que Dawn Marie Assay était la bénéficiaire légale du lot au 412 rang fil de l'âne en vertu du Opal Assay Family Land Trust, que toute demande d'expulsion serait contestée et rejetée, et que toute nouvelle tentative d'évincer l'occupante légitime de la propriété pourrait entraîner une responsabilité civile et pénale. La lettre était ferme mais professionnelle. Elle incluait des copies du document de la fiducie, de l'amendement de l'acte et de l'accusé de réception du recommandé. Monsieur Kendrick m'a demandé si je voulais qu'elle soit envoyée par courrier simple ou par courrier recommandé. J'ai répondu, recommandé. Je voulais une signature. Je voulais une preuve. Je voulais faire exactement ce que mon grand-père avait fait 20 ans plus tôt, créer une trace qui ne pourrait être ni ignorée ni cachée. La lettre a été postée à 11h30 ce matin-là au bureau de poste de Waterloo. Sur le chemin du retour, Rue était assise sur le siège passager, nous sommes restés silencieux un moment. Elle m'a demandé, « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. J'ai l'impression d'avoir porté un rocher dans ma poitrine pendant 20 ans et que quelqu'un vient de m'aider à le poser. Rue a souri. C'est bien. Mais je me sens aussi triste, ai-je ajouté. Parce que cela signifie que mes parents ont choisi cela. Ils ont choisi de cacher ce que mon grand-père a fait. Ils ont choisi Tran. Ils ont choisi de venir chez moi pour essayer de me voler. Et aucun document juridique ne change le fait que mes propres parents préféreraient me voir à la rue plutôt que de déranger mon frère. Rue n'a pas discuté. Elle n'a pas essayé d'enjoliver les choses. Elle a juste dit, tu as raison. Et c'est quelque chose dont tu vas devoir faire le deuil. Mais faire son deuil ne signifie pas que tu es faible. Ça signifie que tu es honnête. Quand je suis rentrée, je me suis assise sur mon porche pendant un long moment. Il faisait froid et je voyais ma respiration dans l'air, mais je n'avais pas envie d'entrer. J'ai regardé la maison d'à côté où vivait Rue et j'ai ressenti une gratitude si profonde que ça en faisait presque mal. Cette femme qui n'avait aucune obligation envers moi, qui ne me devait rien, avait passé 3 mois de son temps personnel à me protéger.
Elle avait fait ce que mes parents auraient dû faire. Elle avait veillé sur moi. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, ce côté têtu qui continue de tendre la main, m'a poussé à décrocher. Dawn, a-t-elle dit. Sa voix était tendue. Ton père vient de recevoir un appel d'un avocat. Monsieur Kendrick, ai-je dit. Tu as engagé un avocat? Oui. Il y eut un silence, puis ma mère a dit, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta propre famille. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un instant. Puis j'ai dit, je n'arrive pas à croire que tu aies signé pour cette lettre en 2003 et que tu ne m'aies jamais rien dit. La ligne est devenue muette. Un silence de mort pendant 5 longues secondes. Ma mère n'a rien dit. Puis elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la rampe du porche et j'ai regardé le soleil se cacher derrière les nuages. L'air sentait la terre froide et la fumée de bois d'un voisin qui brûlait des feuilles. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. Je suis entrée, j'ai verrouillé ma porte et j'ai commencé à préparer le dîner juste pour une personne, juste pour moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela m'a semblé suffisant. La lettre recommandée est arrivée chez mes parents le mercredi 29 novembre. Je le sais parce que le numéro de suivi indiquait qu'elle avait été signée à 10h14 du matin. La signature sur l'accusé de réception était la même que celle de la lettre de 2003, celle de ma mère. Pendant 2 jours, je n'ai rien entendu. Aucun appel, aucun SMS, aucune visite. Le silence était pesant, mais je le préférais à l'alternative. Je suis allée travailler. Je suis rentrée chez moi. J'ai mangé à ma table. La même table où mon père avait essayé de me briser la vie. J'avais laissé le centre de table, le blé séché et les bougies Bordeaux, parce que je refusais de laisser l'action de grâce être gâchée. C'était toujours ma fête. C'était toujours mon foyer. Le vendredi 1er décembre, Rue a frappé à ma porte à 19h. Elle avait cet air que j'avais appris à reconnaître au fil de nos 3 ans d'amitié, c'était l'expression qu'elle prenait quand elle avait quelque chose d'important à dire et qu'elle choisissait ses mots avec soin. Ton frère est venu à ma porte il y a environ 1 heure, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Tran est venu chez toi? Oui. Il a frappé et a demandé s'il pouvait me parler. Je lui ai dit qu'il pouvait parler sur le porche. Je n'allais pas le laisser entrer. Qu'est-ce qu'il voulait? Rue s'est assise sur mon canapé et a croisé les bras. Il a dit qu'il voulait que je te convainque d'abandonner l'action en justice. Il a dit que tes parents étaient bouleversés. Il a dit que ton père ne dormait plus. Il a dit que ta mère n'arrêtait pas de pleurer. Il a dit que la famille était en train de s'effondrer, et que c'était ta faute. Ma faute, ai-je dit d'un ton plat. Ces mots exacts ont été, Dawn est en train de déchirer cette famille pour un morceau de terre. J'ai fermé les yeux. Un morceau de terre, c'est ainsi que mon frère appelait le terrain que mon grand-père avait mis de côté pour me protéger. Un morceau de terre. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Ai-je demandé. Je lui ai dit que ce n'est pas Dawn qui a commencé ça. Je lui ai dit que son père était entré chez sa propre fille un jour de fête pour lui remettre un avis d'expulsion frauduleux. Je lui ai dit que si quelqu'un déchirait la famille, c'étaient les gens qui essayaient de voler la maison de leur propre enfant. Et je lui ai dit que s'il revenait à ma porte pour transmettre les messages de ses parents, je considérerais cela comme du harcèlement. Rue. Dawn, je ne vais pas être poli sur ce coup-là. Ton frère est un homme de 28 ans qui n'a jamais pris la responsabilité d'une seule chose dans sa vie. Il n'est pas venu à ma porte parce qu'il se soucie de la famille. Il est venu parce qu'il veut une maison gratuite et que ses parents lui ont dit de mettre la pression sur ton ami. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir qu'une chose est vraie et en ressentir la douleur sont 2 choses très différentes. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. J'allais écrire une lettre. Pas une lettre juridique, une lettre personnelle. J'allais écrire à mes parents et dire tout ce que je n'avais jamais pu exprimer à voix haute. Je me suis assise à ma table de cuisine le samedi matin avec un stylo et un bloc de papier. Il m'a fallu 4 heures pour écrire 2 pages. J'ai raturé des phrases. J'ai recommencé. J'ai pleuré sur le papier et j'ai dû attendre que l'encre sèche.
Mais quand j'ai eu fini, j'avais quelque chose d'honnête. La lettre commençait par mes souvenirs les plus lointains, quand je me sentais invisible. Les fêtes d'anniversaire où Tran recevait toute l'attention et moi un cadeau acheté à la dernière minute. Les pièces de théâtre de l'école où mes parents étaient au premier rang pour Tran et oubliaient de venir pour moi. La fois où j'ai obtenu mon diplôme universitaire et où mon père a passé tout le dîner à parler du nouveau moteur du camion de Tran. La fois où ma mère m'a dit, sans cruauté mais sans tact, qu'elle s'était sentie complète à la naissance de Tran. J'ai écrit sur l'argent que j'avais prêté à Tran. Les $3000 qui n'ont jamais été rendus. Les $800 avant cela pour la réparation de sa voiture. Les innombrables petits prêts qui finissaient par former un schéma, j'étais celle qu'on utilisait. J'ai écrit sur les Noëls où Tran recevait des gadgets électroniques neufs et moi des cartes cadeaux pour des magasins où je n'allais jamais. J'ai écrit sur la fois où j'ai demandé à mon père de m'aider à accrocher un ventilateur de plafond et où il a dit qu'il était occupé, avant de se rendre chez Tran le même après-midi pour l'aider à monter un cadre de lit. J'ai écrit sur l'avis d'expulsion de l'Action de grâce. J'ai écrit sur le sourire sur le visage de ma mère. J'ai écrit sur le haussement d'épaule de Tran. J'ai écrit sur la fissure que j'avais sentie en moi quand j'avais réalisé que mes propres parents étaient venus chez moi, non pas pour partager un repas, mais pour m'enlever le toit au-dessus de ma tête. Et puis j'ai écrit sur mon grand-père. J'ai écrit sur la fiducie. J'ai écrit sur la lettre qu'il avait laissée à son avocat. Celle où il disait que chaque enfant mérite d'être vu. J'ai écrit que mon grand-père avait fait dans la mort ce que mes parents n'avaient pas pu faire dans la vie, il m'avait assez aimé pour me protéger. J'ai terminé la lettre par une seule phrase, je n'abandonne pas ma maison, et je ne m'abandonne pas moi-même. J'ai posté la lettre le lundi 4 décembre. Courrier normal, pas de suivi, pas de signature requise. Je n'avais pas besoin de preuve de réception. J'avais juste besoin de savoir que je l'avais envoyé. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, pas par courrier, pas par téléphone, mais par une visite. Le jeudi soir 7 décembre, exactement une semaine avant que le délai original de cette journée expire, mes parents se sont présentés à ma porte. Tous les deux, sans Tran. Je les ai vus par le Judas. Mon père se tenait légèrement derrière ma mère, les mains dans les poches. Ma mère serrait son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Plus vieux. Mon père avait des cernes sous les yeux. Ma mère avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte. « Est-ce qu'on peut entrer ?» a demandé ma mère. Je me suis écartée pour les laisser passer. Ils se sont assis sur mon canapé. Je me suis assise sur le fauteuil en face d'eux. Je n'ai pas proposé de café. Je n'ai pas proposé d'eau. Je n'ai pas fait la conversation. Mon père a parlé le premier. Sa voix était éraillée. On a reçu ta lettre. D'accord, Down, je ne savais pas pour la fiducie. Je l'ai regardé fixement. L'accusé de réception du recommandé dit le contraire. Maman a signé pour cette lettre. Je ne l'ai jamais vue. Je me suis tournée vers ma mère. Elle regardait ses mains. Ses doigts tordaient la lanière de son sac, encore et encore. Maman, ai-je dit. Est-ce que tu as signé pour la lettre en 2003 ? Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Le silence s'étirait si finement que je pouvais le sentir tirer sur les bords de la pièce. Puis elle a dit, oui. Tu l'as lu ? Oui. Est-ce que tu l'as dit à papa ? Une autre pause, encore plus longue. Puis, non. Mon père s'est tourné vers elle. L'expression sur son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas du choc, quelque chose de plus profond. De la trahison. Corinne, a-t-il dit. Tu savais. Ma mère a pincé les lèvres et n'a rien dit. La pièce était si calme que j'entendais la chaudière ronronner au sous-sol. Mon père fixait ma mère comme s'il voyait une étrangère. Ses mains n'étaient plus dans ses poches. Elles agrippaient ses genoux, les articulations blanchies. La façon dont un homme s'accroche quand il sent le sol se dérober sous lui. Tu as signé pour cette lettre, a-t-il dit. Il y a 20 ans, et tu ne m'as jamais rien dit. Ma mère ne levait toujours pas les yeux.
La lanière de son sac était si serrée autour de ses doigts que ses phalanges devenaient roses. Corinne, a répété mon père. Réponds-moi. Elle a enfin levé les yeux. Pas vers lui, vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle m'a regardé comme on regarde la preuve de son propre échec, la preuve visible et indéniable de quelque chose qu'on a passé 2 décennies à faire semblant d'ignorer. J'ai lu la lettre, a-t-elle dit doucement. Elle venait du comté. Elle disait que ton grand-père avait amendé l'acte. Elle disait que 5 lots avaient été retirés de la parcelle et mis dans une fiducie. Elle disait que Dawn était nommé pour l'un d'entre eux. Et tu l'as caché, ai-je dit. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai mis de côté. Je ne pensais pas que ça importait à l'époque. Tran n'avait que 8 ans. Dawn, tu en avais 12. Ton grand-père vieillissait, et j'ai pensé que peut-être il ne réfléchissait plus très bien. Il réfléchissait mieux que n'importe qui dans cette famille, ai-je rétorqué. Ma mère a tressailli. C'était un petit mouvement, juste un plissement autour des yeux, mais je l'ai vu. J'avais passé ma vie à étudier ses micro-expressions, essayant de décoder si elle était contente ou déçue, si j'avais gagné un moment de chaleur ou un autre rejet froid. Je connaissais chaque tic, chaque pause, chaque lueur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? A demandé mon père. Sa voix était basse, pas agressive, mais blessée. Je me suis assis à cette table le jour de l'Action de grâce, pensant que j'avais le droit de déposer cet avis. Je me suis assis devant ma propre fille et je lui ai remis un document basé sur des informations que je croyais exactes. Et tu m'as laissé faire en sachant que c'était faux. Ma mère a fermé les yeux. J'ai oublié cette lettre, Russell. Je te jure que j'ai oublié. C'était il y a 20 ans. Je l'ai mise dans un tiroir et j'ai oublié. Tu n'as pas oublié, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas t'en souvenir. Il y a une différence. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose sur le visage de ma mère que je n'avais jamais vu diriger vers moi, de la honte. Mon père s'est levé du canapé. Il est allé à la fenêtre et a regardé la rue sombre. Son reflet lui renvoyait son image, et je voyais sa mâchoire travailler comme s'il mâchait des mots qu'il ne savait pas comment prononcer. Je te dois des excuses, Dawn, a-t-il dit sans se retourner. Ce que j'ai fait à l'Action de grâce était mal. Je n'aurais pas dû apporter cet avis à ta table. Je n'aurais pas dû le faire un jour de fête. Et j'aurais dû vérifier mes dires avant de poser mon stylo sur le papier. J'ai attendu. Je n'ai pas dit, c'est pas grave. Je n'ai pas dit, je te pardonne. J'ai attendu parce que j'avais besoin d'entendre plus qu'une excuse logistique. J'avais besoin qu'il reconnaisse la blessure plus profonde. Il s'est détourné de la fenêtre. Mais je dois aussi être honnête avec toi sur autre chose. Même si l'histoire du terrain n'était pas entrée en ligne de compte, j'ai eu tort sur un point plus important. Je t'ai traité différemment de ton frère. J'ai donné à Tran des choses que je ne t'ai pas données. J'ai été présent pour lui d'une manière que je n'ai pas eue pour toi. Et je n'ai pas de bonne excuse pour ça. J'ai senti ma gorge se serrer. Entendre ces mots de la bouche de mon père, c'était comme entendre un son que j'avais cherché à percevoir toute ma vie. Une fréquence dont j'avais presque fini par me convaincre qu'elle n'existait pas. Ta lettre, a-t-il dit. Celle que tu as envoyée, je l'ai lue 3 fois. Et chaque fois, je me suis senti plus mal parce que tout ce que tu as écrit était vrai, chaque mot. Il s'est rassis, mais pas sur le canapé à côté de ma mère. Il s'est assis dans l'autre fauteuil, près de la bibliothèque. La distance entre mes parents sur les meubles semblait symbolique. Je ne sais pas quand ça a commencé, a-t-il dit, ce favoritisme. Je pense que c'était peut-être toujours là, et je ne me suis jamais posé de questions. Tran était facile. C'était le genre de gamin qui me suivait partout, qui voulait faire tout ce que je faisais. Et toi, tu étais différente. Tu étais indépendante. Tu n'avais pas besoin de moi de la même façon. Alors je me suis dit que tu allais bien. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin d'autant. J'avais besoin de toi, ai-je dit. J'ai juste arrêté de demander. La pièce était lourde de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 32 ans. Ma mère pleurait maintenant,
silencieusement, les larmes coulant sur son visage pour s'écraser sur son sac. Mon père était assis, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais épuisée. Épuisée de porter le poids de ma propre famille. Épuisée d'être celle qui tendait toujours la main sans rien recevoir en retour. Épuisée par l'effort de prouver sans cesse que je méritais ma place à ma propre table. J'ai besoin que vous compreniez tous les deux quelque chose, ai-je dit. Cette maison est à moi. Le terrain est à moi. Mon grand-père s'en est assuré parce qu'il voyait ce qui se passait et qu'il ne vous faisait pas confiance pour me traiter équitablement. Et il avait raison. Aucun des deux n'a discuté. Je ne vais pas porter plainte contre papa pour l'avis d'expulsion. Je ne vais pas poursuivre la plainte pour fraude. Monsieur Kendrick m'a conseillé de le faire, j'en ai le droit, mais je choisis de ne pas le faire parce que je ne veux pas détruire cette famille. Je veux juste être traité comme si j'en faisais partie. Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère a essuyé ses yeux du revers de la main. Mais j'ai besoin de quelque chose de votre part à tous les deux, ai-je continué. J'ai besoin que vous disiez à Tran qu'il n'aura pas cette maison. J'ai besoin que vous arrêtiez de tout lui passer. Il a 28 ans et il n'a jamais résolu un seul problème par lui-même parce que vous les avez toujours résolus pour lui. Et j'ai besoin que vous arrêtiez de me traiter comme l'enfant de secours. Je suis votre fille. Je ne suis pas un second choix. Je ne suis pas le plan B. Je suis votre fille. Ma mère s'est levée. Elle a marché vers moi et s'est arrêtée à environ 60 centimètres. Son visage était ravagé par les larmes et le mascara étalé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je suis désolée, Dawn, a-t-elle dit, pour tout. Pour la lettre que j'ai cachée, pour les choses que j'ai dites, pour la façon dont je t'ai fait te sentir. Je suis désolée. Je l'ai regardée et j'ai vu la femme qui m'avait dit s'être sentie complète à la naissance de Tran. J'ai vu la femme qui avait souri en disant que j'avais 7 jours. J'ai vu la femme qui avait signé pour une lettre censée me protéger et qui l'avait enterrée dans un tiroir. Mais j'ai aussi vu ma mère. La femme qui m'avait appris à me tresser les cheveux. La femme qui m'avait conduite à mon premier jour d'université et qui avait pleuré sur le parking. La femme qui, malgré tout le favoritisme et la négligence, était toujours quelqu'un que j'aimais. Je t'entends, ai-je dit. Mais je ne suis pas prête à dire que ce n'est pas grave, parce que ça l'est. Pas encore. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Ou du moins, elle commençait à comprendre. Ils sont partis ce soir-là à 21h15. Mon père m'a serré la main à la porte, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'était étrange, formel, comme un contrat signé entre deux personnes qui repartaient de zéro. Ma mère m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Mais je ne lui ai pas rendu son étreinte. Pas pour la punir, mais parce que mon corps n'était tout simplement pas prêt. J'ai fermé la porte, tourné le verrou et je suis restée dans le couloir à respirer. Puis je suis allée à la porte arrière, je l'ai ouverte et je suis sortie sur le porche. Rue était assise sur son propre porche, enveloppée dans une couverture, avec Peyton à ses pieds. « Ils sont partis ?» a-t-elle demandé. « Ils sont partis. »« Comment ça va ?» J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Et puis j'ai dit, je tiens debout. Rue a souri. Alors ça suffit pour ce soir. Le mois de décembre a avancé comme l'hiver avance toujours dans l'Iowa, lent, froid et délibéré. L'action en constatation de titre déposée par Monsieur Kendrick a été traitée plus rapidement que prévu. Le 18 décembre, le tribunal avait examiné les documents de la fiducie, confirmé la validité du Opalace Family Land Trust, et rendu un jugement déclarant que le lot du 412 Ranfield Lane était légalement et exclusivement la propriété de Dawn Marie Assay. Le tribunal a également noté que le rapport de titre original de mon achat de maison en 2020 contenait une erreur et a recommandé que la société de titre revoie ses procédures de recherche. J'ai reçu le jugement officiel par courrier le 20 décembre. Je l'ai tenu entre mes mains et je l'ai lu dans ma cuisine, à côté de la cuisinière où j'avais cuit la dinde de l'Action de grâce quelques semaines plus tôt.
Le document faisait 3 pages de jargon juridique, mais la phrase qui comptait se trouvait à la page 2, la Cour confirme par la présente que le lot décrit ci-dessus, communément connu sous le nom de 412 Ranfield Lane, Cedar Falls, Iowa, est la propriété de Dawn Marie Assay en tant que bénéficiaire désignée de la fiducie foncière familiale Opal Assay, et toutes les réclamations concurrentes sont par les présentes rejetées. J'ai posé le document et j'ai placé mes 2 mains sur le comptoir. Mes mains étaient stables. Ma respiration était régulière. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas et je ne sautais pas de joie. J'étais juste debout dans ma cuisine, dans ma maison, sur mon terrain, et je sentais la solidité de tout cela sous mes pieds. Ce soir-là, j'ai de nouveau conduit jusqu'au cimetière de Jésup. J'ai apporté un petit bouquet de houx d'hiver et je l'ai placé entre les tombes de mes grands-parents. Je suis resté là, dans le froid, et j'ai parlé à voix haute pour la première fois depuis ma visite précédente. Grand-père Emmett, ai-je dit. Ça a marché. La fiducie a tenu. Le terrain est à moi, et je veux que tu saches que je vais en prendre soin. Je vais prendre soin de moi. Le vent soufflait sur le paysage plat de l'Iowa, apportant l'odeur des champs gelés et de la fumée de bois lointaine. Je suis resté là jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent, puis je suis rentré. Le Noël de 2023 fut calme. Je ne suis pas allée chez mes parents. Je n'étais pas prête et ils ne me l'ont pas demandé. Ma mère m'a envoyé une carte par la poste. À l'intérieur, de sa main, elle avait écrit « Je fais des efforts pour m'améliorer. Je t'aime ». C'était la première fois depuis des années qu'un message de ma mère me faisait ressentir autre chose qu'un sentiment d'insuffisance. Mon père m'a appelé le matin de Noël. La conversation a été courte, environ 5 minutes. Il m'a souhaité un joyeux Noël. Il a demandé comment j'allais. Il m'a dit qu'il avait commencé à voir un conseiller, chose que je n'aurais jamais imaginée de la part de mon père. Il a dit que le conseiller lui avait demandé de faire une liste de chaque fois où il m'avait traité différemment de Tran. Et il a dit que la liste était plus longue que ce qu'il pensait. Il n'a pas pleuré au téléphone, mais sa voix s'est brisée 2 fois. Tran n'a pas appelé. Tran n'a pas renvoyé de SMS. Je n'étais pas surprise. En janvier, Ru m'a dit que Tran s'était de nouveau arrêté chez elle, cette fois pour s'excuser de sa visite de décembre. Elle a dit qu'il semblait sincère, ou du moins aussi sincère que Tran pouvait l'être. Il a dit à Ru qu'il avait trouvé un appartement à Evansdale et qu'il y emménageait à la fin du mois. Il a dit que ses parents l'aidaient pour la caution, ce qui ne me dérangeait pas. S'il voulait aider Tran, il pouvait aider Tran. Je voulais juste que ce ne soit plus à mes dépens. En février, j'ai reçu une lettre de la société de titres qui avait géré mon achat initial. La lettre reconnaissait l'erreur commise lors de la recherche de titres, s'excusait pour l'oubli et proposait un remboursement de la prime d'assurance de titres que j'avais payée lors de la signature, soit environ $1,200. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une preuve de responsabilité, et j'ai apprécié le geste. En mars, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois. Je suis allée dans une jardinerie locale et j'ai acheté un jeune magnolia. Les magnolias ne poussent pas facilement dans l'Iowa. Ils ont besoin de protection contre le vent et le froid. Ils mettent des années à s'établir, mais quand ils fleurissent, ce sont les plus beaux arbres que l'on puisse voir, tout blanc et rose contre le ciel gris. J'ai planté le magnolia dans mon jardin de devant, pile au centre du lot que mon grand-père avait réservé pour moi. Je l'ai nommé Opal, d'après ma grand-mère. Chaque matin, je le regardais par la fenêtre et je pensais aux racines, aux choses qui poussent lentement, et à ce que cela signifie de se tenir à un endroit et de refuser d'en bouger. Le printemps est arrivé, la neige a fondu. Les bacs de jardin que j'avais construits dans l'arrière-cour ont commencé à reprendre vie. J'ai planté des tomates, des poivrons, du basilic et des tournesols. Ru m'a aidé à construire un petit treillis pour les haricots grimpants. Peyton s'allongeait dans l'herbe entre nos jardins et nous regardait travailler, sa queue battant le sol. Un samedi d'avril, j'étais à genoux dans la terre, plantant des œillets d'Inde le long de l'allée, quand une voiture s'est arrêtée au bord du trottoir. C'était mon père. Il est descendu seul, en jean et chemise de flanelle, et a remonté le chemin. « Besoin d'aide » a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Son visage était différent de celui de l'Action de grâce.
la dureté avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus doux, l'air d'un homme essayant d'apprendre une nouvelle langue à 63 ans. Je pourrais avoir besoin d'un coup de main pour le treillis à l'arrière, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je lui ai tendu une paire de gants. Nous sommes allés dans l'arrière-cour ensemble. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant que nous travaillions. Il tenait les poteaux pendant que je martelais. Il portait les sacs de terre que je lui désignais. Il ne faisait aucun commentaire sur ma technique et ne me disait pas que je m'y prenais mal. Il travaillait juste à mes côtés, tranquillement, régulièrement, de la façon dont j'imaginais qu'il avait travaillé aux côtés de son propre père des décennies plus tôt. Quand nous eûmes fini, il s'est tenu au bord du jardin et a regardé les rangées de terre, propres, sombres et pleines de promesses. « Tu as fait du bon travail avec cet endroit, Dawn, a-t-il dit. C'était la première fois que mon père me disait que j'avais fait du bon travail pour quoi que ce soit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, merci, papa. Il est parti 1 heure plus tard. Il ne m'a pas serré dans ses bras, mais il a pressé mon épaule en passant, et c'était suffisant pour le moment. C'était suffisant. À l'été, une paix prudente s'était installée dans ma famille. Ce n'était pas le genre de paix qui vient d'une résolution totale. C'était celle qui vient de l'honnêteté. Les blessures étaient encore ouvertes. Les cicatrices étaient encore en train de se former, mais nous ne faisions plus semblant qu'elles n'existaient pas. Ma mère a commencé à m'appeler 1 fois par semaine. Les appels étaient courts au début, maladroits, comme 2 personnes réapprenant à converser, mais avec le temps, ils sont devenus plus longs. Elle posait des questions sur mon jardin. Elle demandait comment allait le travail. Elle prenait des nouvelles de rue. Elle me parlait du livre qu'elle lisait, de la promenade qu'elle avait faite le matin, d'une recette qu'elle avait essayée et qui avait raté. Des choses normales, des petites choses, le genre de choses que les mères et les filles sont censées partager. Tran est resté distant, mais j'apprenais à accepter que je ne pouvais pas forcer mon frère à grandir. Je ne pouvais pas le forcer à me voir. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester debout dans ma propre vie, sur mon propre terrain, et le laisser venir à moi si et quand il serait prêt. Rue et moi avons continué comme nous l'avions toujours fait. Conversation sur le porche arrière, thé glacé en été, soupe en hiver, Peyton courant d'un jardin à l'autre, l'amitié la plus solide que j'ai jamais connue. En octobre 2024, presque 1 an après l'action de grâce qui avait failli tout me coûter, Rue et moi étions assises sur mon porche arrière à regarder le coucher du soleil. Le ciel était zébré d'orange et de violet, et l'air sentait les feuilles mortes et les dernières fleurs de la saison. Dawn, a dit Rue, tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a des années sur les gens qui sont censés t'aimer le plus qu'ils ne devraient pas être ceux qui te font te sentir la plus petite? Je m'en souviens, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Est-ce que tu te sens encore petite? J'y ai réfléchi. J'ai regardé mon jardin, le treillis que nous avions construit, le magnolia dans le jardin de devant qui avait survécu à son premier hiver dans l'Iowa. J'ai regardé ma maison, les fenêtres que j'avais lavées, le porche que j'avais peint, la porte que j'avais verrouillée et déverrouillée 1000 fois. Non, ai-je dit, je me sens moi-même. Rue a souri. Bien. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi. L'action de grâce de 2024 est arrivée par une journée froide et claire. Le ciel était d'un bleu profond de novembre, ce genre de bleu que seul l'Iowa semble produire, vaste, ouvert et infini. Je me suis réveillée à 5h30 de nouveau, à la même heure que l'année précédente. Mais cette fois, la sensation dans ma poitrine était différente. Il n'y avait pas d'anxiété, pas ce besoin désespéré de prouver quelque chose, juste un sentiment de but tranquille et serein. J'ai préparé la dinde de la même manière que l'année précédente, saumurée à sec, frottée au beurre et aux herbes, rôtie lentement dans la même cocotte. J'ai fait la farce de ma grand-mère opale. J'ai cuit les tartes. J'ai dressé la table. Mais cette année, il y avait 6 couverts au lieu de 4. Un pour moi, un pour mon père, un pour ma mère, un pour Tran qui m'avait appelé en septembre pour la première fois en 10 mois et m'avait demandé, d'une voix que je reconnaissais à peine, s'il pouvait venir pour l'action de grâce. Un pour Rue et un pour Peyton, qui a eu sa propre assiette par terre à côté de la table, parce que Rue insistait sur le fait qu'il se sentirait exclu sinon. J'avais longuement réfléchi à l'opportunité d'inviter à nouveau ma famille.
Après tout ce qui s'était passé, après l'avis d'expulsion, la lettre cachée, les mois de silence et la lente reconstruction, j'avais tout à fait le droit de fermer ma porte définitivement. Personne ne m'en aurait blâmé. Rue ne m'en aurait pas blâmé. Monsieur Kendrick ne m'en aurait pas blâmé. Je ne m'en serais pas blâmé moi-même. Mais voici ce que j'ai appris sur les limites ne sont pas des murs. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des armes. Les limites sont les lignes que l'on trace pour protéger ce qui compte le plus. Et parfois, ce qui compte le plus inclut la possibilité de grandir. Je n'ai pas invité ma famille parce que j'avais oublié ce qu'ils avaient fait. Je les ai invités parce que j'avais décidé de ce que j'étais prête à accepter dorénavant. Et j'étais assez forte maintenant pour le faire respecter. Mes parents sont arrivés à 13h pile. Mon père portait une chemise boutonnée, la plus belle que je lui ai vue porter en dehors de l'église. Ma mère portait un plat. Elle avait préparé sa propre recette, un gratin de brocoli et de riz qu'elle faisait quand j'étais enfant. Elle me l'a tendu à la porte et a dit « J'ai pensé que tu aimerais ça. Tu l'adorais quand tu étais petite. » J'ai pris le plat et je l'ai regardé. Elle s'en souvenait. Elle se souvenait que je l'aimais. Ce petit acte de mémoire, me voir dans le passé et me connecter au présent, signifiait plus qu'elle ne le pensait probablement. Tran est arrivé 20 minutes plus tard. Il portait des vêtements propres. Il était coiffé. Il a apporté une bouteille de cidre pétillant, la même sorte que celle que j'avais achetée l'année précédente. Il s'est tenu sur le seuil et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas tout à fait de la culpabilité. C'était de la conscience. La conscience lente et inconfortable d'une personne qui commence à comprendre le poids de sa propre histoire. Joyeuse action de grâce, Dawn, a-t-il dit. Joyeuse action de grâce, Tran. Il est entré et a regardé autour de lui. Il a regardé la table, le centre de table, la nourriture, puis il a dit doucement, « Tu fais tout ça toute seule chaque année. » Chaque année, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre, mais je voyais quelque chose changer derrière son regard. Une petite fissure dans le mur qu'il avait construit autour de sa propre responsabilité. Ce n'était pas encore suffisant, mais c'était un début. Rue est arrivée la dernière avec Peyton en laisse et un plat de houmous à l'ail rôti dans l'autre main. Elle est entrée et Peyton est immédiatement allé inspecter la dinde sur le comptoir. Rue l'a retenue en riant et a posé le houmous sur la table. La même recette que l'an dernier, m'a-t-elle dit avec un clin d'œil. Nous nous sommes assis, tous ensemble, autour de la même table où, exactement un an plus tôt, mon père avait fait glisser un avis d'expulsion sur la nappe et ma mère avait souri en disant « 7 jours ». Les mêmes chaises, les mêmes serviettes, les mêmes bougies, mais tout était différent. J'ai dit quelques mots de remerciement avant de manger. J'ai remercié Dieu pour la nourriture. J'ai remercié Rue d'être le genre d'ami dont la plupart des gens ne font que rêver. J'ai remercié mon grand-père Ahmet et ma grand-mère Opal pour l'amour qu'ils m'ont donné, de leur vivant et au-delà. Et j'ai remercié mes parents, non pas pour la douleur, mais pour avoir accepté de s'asseoir à cette table et d'essayer à nouveau. Mon père s'est raclé la gorge. Je me suis tendu un instant, par réflexe de l'année précédente. Mais il n'a pas fouillé dans sa poche. Il n'a pas sorti de documents. Au lieu de cela, il a dit, « Dawn, je veux dire quelque chose devant tout le monde. » La table fit silence. Il y a un an. Je me suis assis sur cette chaise et j'ai fait quelque chose que je regretterai le reste de ma vie. Je suis entré dans ton foyer et j'ai essayé de te le prendre. Je l'ai fait parce que je pensais que le terrain était à moi et que j'en avais le droit. Mais même si le terrain avait été à moi, ce que j'ai fait était mal. Un père ne prend part à son enfant. Un père donne. Il a marqué une pause. Sa mâchoire était contractée, mais il a continué. Ton grand-père a essayé de me le dire. Il a essayé de me parler de la façon dont je te traitais, et je n'ai pas voulu écouter. Je pensais savoir mieux que tout le monde. Ce n'était pas le cas. Ahmet était un homme plus sage que moi. Et il t'aimait assez pour faire ce que j'aurais dû faire. Il t'a protégé. Il m'a regardé directement. Je suis désolé, Dawn. Je suis désolé pour l'action de grâce de l'an dernier.
Je suis désolée pour les années précédentes. Je suis désolée pour tous tes matchs que j'ai manqués, toutes les étapes importantes que j'ai ignorées. Toutes les fois où j'étais là pour Tran et où je t'ai oublié. Tu méritais mieux. Tu méritais un père qui te voit. Et je vais passer le temps qu'il me reste à essayer d'être cet homme-là. La table resta silencieuse. Ma mère pleurait doucement. Tran regardait son assiette. Rue avait la main sur le dos de Peyton, caressant sa fourrure d'un rythme régulier. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait autrefois porté sur ses épaules à la foire du comté. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo dans l'allée de Sycamore Drive. L'homme qui, pendant des décennies, avait donné le meilleur de lui-même à quelqu'un d'autre et ne m'avait laissé que les restes. Merci, papa, ai-je dit. J'avais besoin d'entendre ça. Il a hoché la tête. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père. Nous avons mangé. Nous nous sommes passés les plats. Nous avons discuté, pas de terrain, ni d'avocat, ni de documents de fiducie. Nous avons parlé de la météo, du jardin, du magnolia qui avait survécu à une autre saison de l'Iowa. Nous avons parlé de la recette de la farce d'opale et de la façon dont je l'avais trouvée sur la fiche de recette dans la boîte en bois au-dessus du réfrigérateur. Ma mère a dit qu'elle se souvenait de cette boîte. Elle a dit qu'Opale la gardait sur le comptoir de la cuisine de la ferme à Jésus et que, du vivant d'Opale, elle sortait une fiche de recette chaque dimanche matin pour décider du dîner de la semaine. C'était un petit souvenir, ordinaire, mais il nous reliait à quelque chose de plus grand que nous. Cela nous reliait à la femme dont le nom figurait sur la fiducie qui avait sauvé ma maison. La femme dont l'amour était, comme le disait sa pierre tombale, le sol sur lequel nous nous tenions. Après le dîner, pendant que mes parents et Tran étaient au salon, je suis sortie sur le porche arrière avec Rue. L'air nocturne était vif et froid, et les étoiles étaient de sortie, plus nombreuses qu'on ne pouvait en compter. « Comment te sens-tu » a demandé Rue. La même question qu'elle posait toujours, celle qui ne vieillissait jamais parce que la réponse changeait sans cesse. « Je me sens reconnaissante, ai-je dit, pour cette maison, pour cet arbre, pour mon grand-père et pour toi, Rue. Surtout pour toi. » Elle a donné un petit coup d'épaule contre la mienne. Tu aurais fini par trouver toute seule. Peut-être. Mais tu as fait en sorte que je n'ai pas à le faire seule. Nous sommes restés là un moment, à regarder les étoiles, en écoutant le son des voix à l'intérieur de ma maison. Des voix qui, pour la première fois, semblaient être à leur place. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait maintenant. Ma relation avec mes parents est encore en train de guérir. Ma relation avec Tran reste principalement superficielle. Il y a des conversations que nous n'avons pas encore eues et des blessures qui ne sont pas totalement refermées. Mais je n'attends plus que ma famille me valide avant de m'autoriser à me sentir entière. J'ai trouvé cette plénitude par moi-même, dans le travail de mes mains, dans la terre de mon jardin, dans les racines d'un magnolia nommé Opale. Si j'ai appris quelque chose de cette action de grâce qui a failli tout m'enlever, c'est ceci: les gens qui sont censés vous aimer ne font pas toujours les choses correctement. Parfois, ils se trompent de manière catastrophique. Mais cela ne signifie pas que vous êtes indigne d'amour. Cela signifie que vous devez apprendre à vous aimer vous-même assez farouchement pour fixer des limites, pour tenir votre position et pour n'accepter rien de moins que ce que vous méritez. Mon grand-père m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Rue s'est tenu à mes côtés quand personne d'autre ne le voulait. Et moi, Dawn Assay, 32 ans, debout sur une terre qui a toujours été destinée à être la mienne, j'ai enfin appris à me voir moi-même. C'est mon histoire. Si elle vous a touché, si quelque chose dans ces mots vous a semblé familier ou vous a fait réfléchir à votre propre famille, vos propres limites, votre propre valeur, j'en suis ravie. J'espère que vous prendrez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une histoire personnelle, un moment où quelqu'un a essayé de prendre ce qui vous appartenait et où vous avez trouvé la force de tenir bon, j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez dans les commentaires. On ne sait jamais quelle histoire sera celle qui donnera à quelqu'un d'autre le courage de se lever.